Vous êtes passionné de programmation et particulièrement tout ce qui tourne autour du langage Java, vous êtes au bon endroit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Java Tinker. Ici, je partage avec vous mon expérience du langage Java et de son écosystème, le but étant de vous aider à devenir de meilleurs programmeurs. Sans plus tarder, passons au générique. This is Mantra. Le but de cette vidéo est de vous faire une brève présentation de Spring Boot et de Spring. Je vais mettre l'accent sur des définitions importantes à connaître, la structure d'un projet Spring et les annotations associées. Comprendre ces trois aspects vous permettra de mieux aborder Spring et d'avoir une vision claire des annotations et de leur rôle. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre Spring Boot et Spring. Je vais vous donner des définitions importantes, à savoir qu'est-ce qu'un framework, qu'est-ce que l'inversion de contrôle et qu'est-ce que l'injection de dépendance. Ensuite, nous allons aborder en quoi consiste la structure d'un projet Spring à travers les contrôleurs, les services et les repositories, ce qui nous permettra de mieux comprendre les annotations dans Spring et leurs différents cas d'utilisation. Par la suite, je vais vous présenter une liste non exhaustive des annotations Spring dépendant de la couche dans laquelle elles doivent être utilisées. Enfin, on fera une petite conclusion. Spring Boot est un sous-projet du projet Spring. C'est un framework léger qui permet de configurer rapidement une application Spring via des dépendances prédéfinies, les starters et de l'auto-configuration de composants. Spring Boot en lui est le framework de base qui permet de faire de l'injection de dépendances au sein des applications. Cela permet de mettre en place des composants faiblement couplés et favorise l'écriture d'applications maintenables. Avec le temps, c'est devenu un ensemble de projets permettant de développer différents types d'applications, notamment des applications cloud, des applications permettant d'accéder aux données, des applications web et également des applications de gestion de batch. Spring utilise beaucoup d'annotations, cela permet de configurer les composants, les bins, de leur assigner des comportements et par la suite, Spring se charge de les lier entre eux. Nous avons quelques annotations Spring qui sont utilisées, notamment service, component, configuration et ce dépendant de la couche dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce que Wikipédia nous dit de la définition d'un framework? Un framework est un ensemble d'outils et de composants logiciels organisés conformément à un plan d'architecture et des patterns, l'ensemble formant ou promouvant un squelette de programme, un canevas. Il est souvent fourni sous la forme d'une bibliothèque logicielle et accompagné du plan de l'architecture cible du framework. En résumé, on peut expliquer ça avec ces deux schémas ici. Qu'est-ce qui se passe de manière générale lorsqu'on a des exécutables? Ils sont exécutés directement sur les systèmes d'exploitation, ce qui fait que c'est le système d'exploitation qui contrôle tout le processus d'exécution de nos exécutables ou de nos programmes. Le framework, lui, il joue principalement le rôle intermédiaire entre nos exécutables, ici des plugins ou des add-ins en général, et le système d'exploitation. Ce qui fait que tout le processus et toutes les phases d'exécution nécessaires à l'exécution d'un plugin sont fournis au framework. Ce qui fait que le framework, de manière additionnelle, peut offrir des services supplémentaires à ce plugin pour pouvoir exploiter notamment le potentiel d'autres fonctionnalités ou d'autres ressources provenant du système d'exploitation. Comme indiqué plus haut, dans un framework, l'exécution des composants ou des plugins se fait dans un ensemble de phases avant de produire un output. Un exécutable ou DLL.NET, un fichier char peuvent être considérés comme des plugins qui sont exécutés au-dessus de frameworks tels que le Common Language Runtime de .NET ou la machine virtuelle de Java. L'injection de dépendance peut être considérée comme une forme d'inversion de contrôle. Dans le schéma suivant, nous expliquons un peu toutes les phases d'exécution d'un plugin au sein d'un framework. Dans un premier temps, nous avons le framework ici et nous avons notre plugin. Notre plugin doit être exécuté sur ce framework et notamment lorsqu'il le récupère, il doit passer par différentes phases d'exécution avant de produire un output que vous pouvez constater ici. Donc ici, ça rejoint notamment l'inversion de contrôle qui dit que le contrôle de l'exécution du plugin est laissé maintenant au framework. Nous avons une définition très intéressante qui vient de Wikibook qui dit ceci. L'injection de dépendance consiste à éviter une dépendance directe entre deux classes en définissant dynamiquement la dépendance plutôt que statiquement. En d'autres termes, un changement que je veux effectuer dans une classe ou une dépendance ne doit pas être difficile à effectuer. Comme évoqué, il permet d'implémenter des dépendances entre les classes et les composants. À la base, c'est un pattern qui peut être implémenté sans framework d'injection de dépendance. Dans un cas ici,
on peut voir que nous avons une classe A ici qui dépend d'une classe B. Cela signifie que avant d'effectuer une tâche ou bien la tâche dont elle a besoin, la classe A besoin de la classe B. Un exemple concret peut se représenter entre ces deux classes, notamment service qui a besoin de la classe Data Access pour pouvoir accéder aux données. Ici, nous avons un cas concret de dépendance dans la vie réelle. Une télévision a besoin d'électricité pour pouvoir fonctionner, comme une voiture a besoin d'essence pour pouvoir rouler. De la même manière, ici, il existe un contrat entre la prise murale et la télévision. Simplement, on dira qu'il y a eu un contrat entre le constructeur de télévision et le fournisseur de prise murale qui ont dit, avant que tu ne puisses brancher ta télévision à ma prise, il faudrait que l'interface ressemble à ça. Ça rejoint clairement notre notion d'interface dans la programmation orientée objet qui permet de définir un contrat entre deux objets. Ça s'applique également pour la voiture. Si le manche ne correspond pas aux mesures nécessaires pour faire entrer de l'essence dans notre voiture, ça risque de ne pas marcher. Donc, nous allons par la suite voir un cas concret en Java. Un programme qu'on écrira ressemblera à peu près à ceci. La programmation est un objet étant un paradigme qui permet de représenter les objets de la vie réelle. Nous représentons ici notre télévision et sa dépendance vis-à-vis de l'électricité. On aura bien sûr ceci, une classe télévision qui dépend notamment de l'électricité. Pour pouvoir fonctionner, on doit l'instancier. Et après, pour pouvoir l'allumer, on fait une vérification. Si l'électricité est égale à nul, alors génère-moi une exception pour me dire que impossible, je ne peux pas allumer la télé. Sinon, renvoie-moi true. Cette classe ici, elle fait la même chose, mais il y a une petite différence. Nous allons évoquer notamment la notion de faible couplage. Dans cette première classe, qu'est-ce que je fais? Certes, ma fonction, elle instancie très bien l'électricité, mais je suis figé ici parce que je ne peux plus utiliser une autre instance d'un autre type d'électricité. Supposons que j'ai d'autres types de plugs que je veux utiliser, ce sera assez difficile. C'est vrai que dans la vraie vie, c'est un peu le cas. Il vous faut forcément un adaptateur, mais ici, c'est juste pour vous donner un exemple que c'est pas une bonne pratique de pouvoir instancier directement une dépendance comme ça. Parce que ici, nous avons une dépendance. Tant que je crée une instance d'une autre classe dans une classe et que j'utilise cette instance dans la classe pour pouvoir faire une action, c'est que je suis en train de faire de la dépendance. Maintenant, ici, dans cette classe, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai plutôt passé la dépendance en paramètre, ce qui me permet plus tard de pouvoir définir plusieurs types d'électricité, si on veut, pour pouvoir être utilisé ici dans notre cas. Un peu devant, je donnerai plus de détails et vous allez mieux comprendre. Ici, nous avons un parallèle entre la vraie vie et puis un programme informatique que nous sommes en train de créer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que notamment une télévision dépendait d'électricité pour pouvoir fonctionner. Ce qu'il faut retenir ici dans la définition d'injection de dépendance, c'est deux mots principaux. La dépendance. Qu'est-ce qu'une dépendance? C'est quand un élément A a besoin d'un élément B pour pouvoir effectuer une tâche. Dans notre cas concret ici, nous avons vu qu'une télévision avait besoin d'électricité pour fonctionner et une matérialisation dans un programme représente une classe télévision, une instance d'électricité et une vérification qui est faite pour s'assurer qu'il y a de l'électricité ou pas avant de faire appel à la fonction allume comme on l'a vu précédemment. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut retenir que la dépendance, c'est ça, c'est que télévision dépend d'électricité et comment cette dépendance elle est injectée, c'est via le constructeur. Nous verrons par la suite qu'il y a plusieurs types d'injection de dépendance ou plusieurs manières d'injecter une dépendance. Ça fera objet d'autres vidéos, à savoir l'injection via un constructeur, l'injection via un champ et l'injection via un setter. Il est important de comprendre comment un projet Spring est structuré afin de mieux appréhender les annotations qui sont utilisées. La structure d'un projet n'est pas figée et peut varier selon les projets ou les besoins. La structure d'un projet Spring est basée sur le pattern n tiers où n représente le nombre de couches disponibles, chaque couche étant spécialisée dans une tâche particulière. De manière générale, on subdivisera nos projets Spring en trois couches, à savoir les contrôleurs, les services et les repositories. Je vais expliquer dans les détails le rôle de chaque couche. Dans ce schéma, nous constatons qu'on a un utilisateur ici qui a besoin d'accéder à ces données. Mais avant de pouvoir accéder à ces données,
il doit pouvoir passer par 3 différentes couches. La couche contrôleur, la couche service et la couche repository qui lui parle directement à la base de données. Une fois que la requête est récupérée, le chemin se fait à l'inverse et il a le résultat. Cela permet d'avoir des couches sécurisées, des applications découplées et ensuite ça permet d'avoir des architectures simples et maintenables. Nous allons commencer ici par la couche service. Quand nous développons une application, il s'agit d'informatiser un métier donné. De ce fait, la couche service reste le cœur de notre application. Dans la couche des services, on implémente les règles métiers, notamment les règles de gestion. Ça reste le cœur de notre application et notamment le domaine que nous cherchons à informatiser. Un exemple de règles de gestion peut être par exemple les noms et les prénoms qui sont obligatoires, représentés par le code ici par exemple. Et ensuite, nous pouvons avoir une autre règle qui peut dire par exemple de lancer une alerte lorsque la quantité en stock est inférieure à 0. Certaines règles de gestion sont des classiques comme le contrôle sur la validité des champs, le format des emails, le contrôle des valeurs numériques. De ce fait, on peut utiliser une API Java Bean Validation pour définir ces règles via des annotations. Je ferai une vidéo dans le futur sur le sujet. La notation principale utilisée dans la classe de service est la notation service. Les contrôleurs permettent d'exposer des fonctionnalités de la couche service. Les contrôleurs sont basés sur le modèle d'architecture RESTful qui permet d'utiliser le protocole HTTP dans les applications pour accéder aux ressources. Dans le protocole HTTP, on utilise les méthodes GET, POST, PUT et DELETE afin de pouvoir accéder aux ressources. Ça permet notamment de manipuler ces ressources et de pouvoir les utiliser. Une ressource peut être un enregistrement dans une base de données, un fichier texte, une vidéo ou n'importe quelle donnée pouvant être utilisée par un utilisateur. La plupart du temps, on accède aux ressources via le pattern CRUD qui représente notamment un équivalent entre tout ce qui est création, récupération, mise à jour et suppression des données qui sont mappées notamment aux méthodes HTTP ici que nous avons. Et ensuite, nous avons une liste non exhaustive des annotations qui sont utilisées dans la couche de contrôleur. Notamment, vous constaterez que nous avons l'annotation RESTController qui permet de dire qu'une classe va jouer le rôle de contrôleur et qui va intercepter notamment tous ces requêtes HTTP qui viennent. Request mapping qui permet notamment de choisir le type de requête qu'on veut mapper. N'oublions pas que ici, qu'au niveau du HTTP, lorsque j'envoie une requête, je dois définir le type de méthode qu'il doit exécuter. Soit c'est du get, soit du post, du put ou du delete. Donc en faisant un mapping avec l'acronyme CRUD, on sait à peu près à quoi ces méthodes servent. Et en d'autres termes, on dira ce sont des verbes. Donc nous avons également get qui permet de faire du get, récupérer des données, le post qui permet d'envoyer des données qui consiste notamment à créer des données, le put pour la mise à jour et puis le delete pour la suppression. La couche des repositories permet d'accéder et de manipuler des données disponibles en local ou sur un serveur. Au sein du framework Spring, le framework utilisé pour accéder aux données est Spring Data qui se base sur l'implémentation Hibernate. Il est important de comprendre la notion de spécification et d'implémentation. JPA pour Java Persistence API est une spécification permettant de définir comment un ORM doit être implémenté. Un ORM pour Object Relational Mapping est un outil qui permet de mapper des objets et des tables d'une base de données. On a quelques exemples d'implémentation, à savoir Hibernate, Eclipse Link et Top Link, et il y en a pas mal également. Il se base sur les projets qui représentent des entités du domaine. Exemple, un client. Il utilise des annotations pour mapper les propriétés d'un objet au champ d'une table ou des tables en général. Donc, nous avons une liste non exhaustive des annotations, à savoir repository, entity et table. Il y en a bien d'autres également qui sont utilisées pour implémenter la couche des repositories. En regroupant les annotations par couche, on peut avoir une meilleure compréhension sur le rôle de chaque annotation. Notamment la couche contrôleur qui contient notamment une liste d'annotations qui permet de définir tout ce qui est un contrôleur et d'intercepter les requêtes HTTP qui arrivent au niveau de notre application. La couche service avec l'annotation service, la couche repository avec l'annotation repository et également la couche des tests unitaires qui permet de définir un certain nombre d'annotations qui seront utilisées pour écrire nos tests. Nous allons revenir sur ce sujet particulier des tests unitaires en Spring
parce que c'est parfois pas très facile à prendre en compte ni à aborder, et je vous donnerai plus de détails et d'explications là-dessus. Vous constaterez qu'il y a une annotation qui revient souvent, qui est l'annotation auto-wired. C'est cette annotation qui permet notamment de faire de l'injection de dépendance entre les différents composants. Cette vidéo se veut être une brève introduction à Spring et à Spring Boot. Notamment, cela vous permettra d'aborder plus facilement Spring lorsque vous voulez développer des applications dans ce puissant framework. Spring Boot et Spring se veulent être de puissants frameworks qui facilitent la vie aux développeurs. On peut facilement s'y perdre dans la liste des annotations parce qu'il y en a beaucoup, d'où l'importance de comprendre la définition et le rôle de certains frameworks et de patterns utilisés dans Spring Boot, et ensuite de comprendre la structure d'un projet Spring. La prise en main peut être assez difficile, comme on l'a dit, mais devient facile quand on sait s'y intéresser et réfléchir comme un développeur Spring. Avec Spring, on dispose d'une infinité de tutoriels sur le net, des blogs, des tutoriels, des vidéos et plein de forums qui permettent notamment d'aborder Spring, de se former, de poser des questions et d'aborder tous les aspects nécessaires pour pouvoir comprendre Spring et développer une application. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!